passer. Je viens de passer de 40 degrés hier soir à presque 0 ce matin, ça fait une amplitude qui est assez importante. Comment on avance ça? J'ai été agriculteur, j'ai 62 ans, hein, je suis plus vraiment... j'ai plein de jeunes que j'ai plus ou moins accompagnés dans la ferme digitale, les startups, dont une on parlait tout à l'heure, qui est à Nantes, qui s'appelle Winat. Ils disent tous qu'ils sont start-upers, fils d'agriculteurs. Moi, je dis que je suis agriculteur, père de start-upers. Et mon fils est de start-up à Nantes, mais pas du tout dans le domaine de l'agriculture. Et j'ai juste un mot sur mon parcours. J'étais agriculteur pendant 40 ans, éleveur laitier. J'étais très engagé dans les organisations professionnelles pendant, je suis toujours. Et le hasard de la vie m'a emmené à m'intéresser par la communication numérique et à écrire deux ouvrages, 2 essais sur le numérique dans l'agriculture, et puis depuis faire un certain nombre de conférences. Je vais vous parler pas de ce que j'ai fait, parce que je suis un agriculteur tout à fait classique, mais de la vision un peu, la façon dont je vois les choses, et puis dont j'aimerais bien pouvoir travailler dessus en fait pour changer 2-3 trucs. J'ai appelé l'intervention Make Agriculture Great, non pas Again, mais Forever, parce que je pense que c'est une des 2 bases de ce qui fait civilisation demain. Alors, la première chose, de quoi rêve le consommateur? Il n'y a pas de faute d'orthographe là, j'ai bien voulu le mettre comme ça. J'ai mis 2-3 pistes là-dessus. Toujours trouver instantanément ce dont il a besoin. On veut consommer quelque chose, on le veut tout de suite. Et tant qu'à faire, on veut que ce soit bon, on veut que ça soit éthique, on veut à peu près tout. En plus, on ne va pas le payer très cher. On veut aussi adapter son alimentation à ses besoins physiques, à son métabolisme, à ses cultes de la jeunesse éternelle. On veut que ça nous conduise aussi à ça. Partager avec ses amis lors d'une fête, d'un repas en commun, la fiche d'un produit délicieux qu'on a déniché quelque part, produit local ou pas, éthique, on le veut aussi. Et puis savoir où ils vont pouvoir trouver, partager ça avec eux. Poser au restaurant une question à son plat, tout ça vous savez très bien qu'on peut le faire. J'imagine que vous le faites également tous plus ou moins. Et entendre le produit répondre, et je pense que ça va être de plus en plus. L'aliment va devenir un vecteur de communication. Ça a toujours été, particulièrement chez nous. C'est pas pour rien que l'art culinaire français a été reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tout ça en fait partie. Réussir à dîner avec des gens aussi éclectiques, intolérants au gluten, il n'y en a jamais eu autant que maintenant. Et je pense aussi qu'il n'y a jamais eu autant d'hypochondriaques que maintenant. Mais bon, c'est autre chose. Je crois qu'un militant du bien-être animal, un allergique aux poissons, un critique culinaire, et puis tout ça, chose importante, visualiser le trajet du produit. Parce que les kilomètres alimentaires, on commence à s'en préoccuper, et finalement, c'est pas si mal. Parce que des produits, et ça existe, qui font le tour du monde pour être transformés, être produits à un endroit, partir à un autre pour une première transformation, un troisième pour une autre, etc., pour revenir dans nos assiettes quasiment au point de départ. C'est des choses qui existent, c'est comme ça. Encore plus important, faire attention à ce qui passe directement dans notre frigo, notre poubelle. Quand ça passe dans le frigo, parce que des fois ça y passe même pas, donc ça c'est des choses qui intéressent du monde. Puis moi ce qui m'intéresse le plus finalement, c'est que vous vouliez bien voir, malgré tout, que les producteurs qui sont pas loin de chez vous gagnent à peu près convenablement votre vie. C'est quelque chose qui nous préoccupe de plus en plus, les uns et les autres. Nous, ça nous a toujours préoccupés. Évidemment, c'est notre métier. Alors, pour réussir tout ça, de la fourche à la fourchette, le consommateur a envie de s'impliquer. On le fait de la fourche à la fourchette, mais on s'implique souvent à l'autre main, de la fourchette jusqu'à la fourche. Mais il y a 2-3 points essentiels, à mon sens, qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'on ne peut les voir les choses là-dessus que de façon locale, à la fois globale et très locale. Je vais vous donner 2-3 éléments, même un peu plus des géopolitiques. Considérer le monde dans sa globalité, c'est considérer, tu l'as dit tout à l'heure, les 10 milliards d'habitants. 10 milliards d'habitants, on est capable de les nourrir, sans aucun problème. Le problème il est ailleurs, c'est que les gens, vous allez le voir, sont répartis de façon totalement en inadéquation avec la capacité de produire sur
de produire de l'alimentation. Deuxième, c'est la santé globale, Global Health. On a une seule santé, qu'elle soit qui par des sols, des plantes, des animaux, des hommes. Et puis, bon, on a aussi une seule planète. Même si on veut en conquérir un petit peu d'autres, on aura du mal quand même à aller. Il faut un peu s'en préoccuper. Vous voyez le cercle qui a éclairé là. On le dit peu, mais il y a plus de monde dans ce cercle-là que sur tout le reste de la planète. C'est 3 milliards 600 millions d'habitants actuellement. Et il n'y a pas de terre. L'Inde en a, l'Asie du Sud-Est un peu, la Chine n'a pas de terre pour se nourrir, le Japon n'a pas de terre pour se nourrir, et les Coréens non plus. La Corée du Sud, c'est 1/5 de la France, et moins de la surface des Pays de la Loire pour pouvoir produire de la nourriture, et ils sont 90 millions d'habitants. Donc la problématique ne se pose pas du tout de la même façon que chez nous. Pour échanger, en 2050, voilà ce qui arrive. Ils sont 5 milliards 500 millions. Mais la grande différence, c'est que l'Afrique, qui actuellement est 1 milliard 100, elle passe à 2 milliards 6. Ça veut dire qu'en 2050, c'est 6 à 7 milliards d'habitants de la planète qui sont sur un axe entre Tokyo et Lagos, aux 2 tiers, voire aux 3 quarts dans des villes, dont plus de la moitié dans des bidonvilles. Donc la problématique alimentaire mondiale, elle est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts chez nous, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer des choses, mais on l'évoquait tout à l'heure, malgré tout, les grands enjeux ne sont pas chez nous. Une des raisons aussi pour dire qu'on dit souvent qu'il faut produire local. Non, non. Il faut consommer local quand on a la chance d'être comme on est là, au milieu de plaines fertiles. Vous êtes au milieu du plus grand centre maraîcher du pays. Vous avez cette chance-là, vous avez un devoir de consommer local. Par contre, nous, producteurs, on a le même devoir de produire global pour pouvoir trouver des marchés. Tant qu'à faire des marchés rémunérateurs avec des produits qu'on sait faire, qui sont des bons produits pour les emmener à des populations qui n'ont pas forcément la possibilité de se nourrir. Si on ne va pas leur porter là-bas, je pense notamment à la Chine, ils vont aller conquérir, ce qu'ils font déjà d'ailleurs, ils vont conquérir des terres dans d'autres régions du monde et ça va poser d'autres problèmes à un moment ou à un autre. Ça commence déjà. Vous voyez la grande disparité continentale de l'évolution de la consommation alimentaire, comment le boom sur l'Afrique. Et ce qui est dramatique, c'est que chez nous, quoi qu'on en dise, les populations diminuent et on va encore augmenter notre consommation dans les années qui viennent. Donc on a plein de bonnes intentions et c'est très bien, mais il va falloir les mettre en œuvre. Deuxième problématique, c'est la santé globale à appréhender. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, chez nous, le bien-être physique, mental et sociétal sont liés. Si on est bien dans son métier, si on est bien dans sa vie, si on n'a pas de problème de couple, si on n'a pas de problème de chômage, on a plus de chance d'être bien dans sa tête et puis tant qu'à faire d'être bien dans son cœur aussi. Tout ça c'est lié. Deuxième chose, c'est l'homme au milieu de son milieu, dans lequel il vit. La santé se travaille aussi comme ça. Mais le plus important, c'est que la santé globale est devenue sans frontières. Quand on détruit des forêts tropicales primaires en Amazonie ou ailleurs, on ne détruit pas tout. Heureusement, quoique. On va notamment laisser des micro-organismes sur place. Quand on enlève la forêt, qu'est-ce qui pousse d'abord? C'est l'herbe. Quand on a de l'herbe, qu'est-ce qu'on fait? On met des animaux dessus à pâturer. Ils vont absorber ces micro-organismes auxquels ils ne sont pas habitués, se retrouver dans des viandes. On peut se trouver demain avec des vraies pandémies liées à cet élément-là. Vous me direz que ça fera du tri, il y en a trop, mais c'est cynique, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais c'est juste pour illustrer de façon triviale la problématique de la globalité de la santé. Alors c'est une science qui est très nouvelle, sur laquelle il est intéressant de se préoccuper. La France peut devenir leader là-dessus, Lyon notamment est en train de travailler énormément là-dessus, de façon très globale, en mettant toutes les disciplines. Ils ont quelques centres de recherche, notamment Mérieux là-bas, qui travaillent là-dessus, de façon très importante. La troisième problématique, c'est celle de la planète.
il y a plusieurs problématiques là-dessus. Évidemment, la santé de la planète nous concerne. C'est des équilibres à établir. Je ne dis pas à rétablir, parce que de toute façon, on ne remettra pas les choses telles qu'elles étaient, et puis combien même est-ce que c'est utile. La planète est un être vivant, comme nous, qui évolue, à bien et à mal. Mais il va falloir refaire des équilibres dans un certain nombre de choses. On parle beaucoup de la biodiversité. Oui, c'est important. Peu important pour moi, il n'est pas là. Peu important pour la planète, il est là. En 1970, on était 3 milliards d'habitants sur la planète. On consommait chacun 1 tonne 350 équivalents pétrole. En 2000, on était monté à 6 milliards. On consommait 1 tonne 6. En 2035, on sera 8 milliards et demi. Et on consommera chacun 2 tonnes d'équivalent pétrole. Tout ça, essentiellement d'origine fossile, parce qu'il en restera assez. Le détail est là. Donc toutes les autres problématiques dans lesquelles on est ne sont rien, à mon sens, à côté de celle-là. Et ça, c'est tous les enjeux que les agriculteurs demain vont devoir résoudre pour continuer à produire beaucoup plus, parce qu'il y aura beaucoup plus de besoins. Et quand on parle, par exemple, si je vous parle de l'énergie, vous allez me dire qu'il n'y a rien à voir avec l'alimentation. Oui et non. Parce qu'on va devoir aussi produire pour faire de l'énergie. On peut faire les deux très facilement, parce qu'on peut très bien utiliser des déchets pour faire de l'énergie, je pense au méthane par exemple, mais il y a d'autres solutions aussi. Il y a des beaux centres de recherche sur la méthanation et la gazéification ici à Nantes. Donc on peut très bien tirer le meilleur pour manger, on peut manger le meilleur, on peut manger le reste, et puis le reste en faire autre chose. Donc c'est ce qu'on va devoir faire. Alors pour ça, la première chose, de grâce, évitons la vision machinéenne des choses. Les choses ne sont pas blanches ou noires. Il n'y a pas une agriculture vertueuse et une autre qui serait sale, c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas des grosses exploitations industrielles qui font de la saloperie, et des petites qui feraient forcément des choses bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a surtout une place pour l'ensemble. Alors on va devoir imaginer l'agriculture pour demain. Je vais enlever mes lunettes parce que je verrai mieux. Grâce à toutes les technologies, pourquoi 3 minutes, bon c'est bon, j'ai peut-être presque fini. Pourquoi grâce aux technologies? Parce qu'on va devoir produire plus avec moins, avec beaucoup moins d'intrants. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas exploitée encore. C'est toute l'intelligence qui est dans la nature. On ne l'a pas utilisée. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'est pas capable vraiment de tout capter, ce qu'il peut y avoir. Et je pense qu'avec l'apport du numérique, on va pouvoir capter tout ça. Quand on parle de permaculture, je pense qu'il y a des choses très sympas à faire avec ça, mais n'imaginez pas que dans 5 ans, vous allez manger ce qui est produit par la permaculture, ce n'est simplement pas possible. Il va falloir beaucoup plus de temps que ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à travailler dessus, il faut surtout le faire. Il ne faut pas espérer tout de suite on dit qu'il n'y a plus de temps long, s'il y a un temps long, il y en a un, et il faut laisser le temps de pouvoir le faire. Favoriser l'émergence d'agriculteurs entrepreneurs. Le métier d'agriculteur est finalement un métier très récent. Les gens produisaient de quoi se nourrir, de quoi nourrir leurs chevaux et leurs bœufs pour faire le travail, mais ce n'était pas fondamentalement un métier. Créer une économie rurale qui soit florissante, tout à fait respecter l'environnement dans lequel on est. Pour ça, créer des coalitions de multi-acteurs, entreprises, agriculteurs, consommateurs, c'est un petit peu ce que vous essayez de mettre en place. Pensez le numérique en commun. Il y a une voie à travailler là-dessus. Le numérique, avec une vision très concentrationnaire sur les hubs, les GAFAM d'un côté, les Chinois avec les BTX de l'autre, nous emmènent dans le mur, j'en suis convaincu. On a un vrai travail à faire autour du numérique en commun. Demain, on ne pourra pas, par exemple, avoir des capteurs partout, dont on n'utilise que 10% de leurs possibilités, qui mangent de l'énergie, qu'on va multiplier, qui mangent des terres rares et tout ça. Il y a un vrai travail à faire pour le travail en commun si vraiment demain, on veut avoir des résultats. Et enfin, toutes les agricultures du monde sont concernées et on aura besoin de toutes. J'ai volontairement mis 3 types d'agriculteurs qui sont différents et ces 3 photos qui sont réels, qui ne sont pas truqués. Le paysan, c'est au Kenya, avec son bébé dans un bras et le smartphone dans l'autre. Des grandes plaines américaines avec
une batterie de moissonneuses-batteuses et puis un éleveur qui lui est en France. On aura besoin de toutes ces agricultures et notre réussite va dépendre de notre volonté d'agir. Et moi aussi, j'ai bien fini par ça, parce que là où il existe une volonté, il existe un chemin. Et je vous remercie.